OK, salut à tous. Salut tout le monde. On se retrouve encore en live, comme tous les jours de la semaine sauf le samedi. On espère que vous allez bien. On va vous parler aujourd'hui un peu de notre, on va vous parler d'une partie de notre histoire, de comment on a construit Sid et Louis et on va rebondir en fait dessus pour vous parler, d'entrepreneuriat, comment faire en fait quand, autour de vous, les gens vous disent que peut-être vous prenez des mauvaises décisions, comment faire pour faire les bons choix. Bref, on va vous parler un petit peu de ça et pour commencer, avec lui, on a chacun un peu, une petite anecdote. Alors je vais commencer par vous raconter, hem, vraiment ce que j'ai fait avec 4 000 € et vraiment ce que j'ai fait avec cette somme a choqué beaucoup de gens de mon entourage. En fait, il faut savoir qu'avec Louis, on s'est associés administrativement, on va dire, l'année dernière. Donc l'année dernière, on a créé des sociétés ensemble, on a, déposé la marque Sid et Louis, Elite Mentorat et cetera et cetera et avant ça, moi, j'avais ma micro-entreprise et je l'ai toujours. Juste aujourd'hui, je gère 2 entreprises, une micro, une société et en fait, l'année dernière, donc on se dit avec Louis: «Vas-y, on gère dans ce qu'on fait, c'est trop bien, on crée une société, on monte un vrai truc et tout» et j'étais trop hypée par le projet. C'était juste génial. J'avais trop hâte que les choses, elles se fassent et cetera. Sauf qu'il faut savoir que, du coup, là, on passait au fonctionnement d'une société. Donc c'est hyper différent du fonctionnement d'une auto-entreprise, d'une micro. Aussi, on bosse à 2, donc il a fallu mettre plein de choses à plat et cetera. Donc c'est vraiment un énorme taf aussi parce qu'on est organisme de formation, donc il a fallu avoir un plan de formation très clair. Enfin voilà, il a fallu investir de l'argent et cetera et cetera et nous, on était en mode: «Bah, trop bien, ça va se faire et cetera», sauf que ça prend du temps pour se faire et il faut savoir que l'an dernier avec Louis, donc on s'est dit: «On fait ça, on met ça en place officiellement». Et de mon côté, je suis habituée à, aller de temps en temps au Brésil, principalement à Rio, parce que c'est un état que j'aime beaucoup et là-bas, j'ai comme une, petite famille, on va dire, où quand j'y vais, j'ai une colocation, c'est très cool et cetera et je suis partie moi au Brésil, du coup, l'année dernière je suis partie pendant 3 mois, du mois de février au mois de juin, début juin et j'avais prévu d'y retourner, fin de l'année. Donc j'avais prévu d'y aller en décembre 2024 jusqu'en, mars-avril 2025 et l'idée, c'était que je rentre en France pour des formations en présentiel que je devais donner et pile à ce moment-là, pile en septembre, en fait, avec Louis, donc fin de l'année, on se dit: «Vas-y, on crée une société, un truc de ouf et tout». Sauf que moi, j'avais déjà pris mes billets depuis un moment. J'avais pris mes billets aller pour, bah, du coup, aller au Brésil. J'avais pris aussi mes billets retour pour, fin mars, début avril et donc j'étais trop contente de partir et tout et on commence à faire les démarches avec Louis et cetera et cetera. Tout va bien, les démarches pour la société et cetera et puis le temps passe et puis on arrive, septembre, octobre, novembre et là, il y a un truc où je sens que c'est bientôt le moment de repartir au Brésil et en même temps, on est dans toutes les démarches pour la société avec Louis. Et il faut savoir qu'à Rio, en tout cas là où je vis, dans l'état de Rio, il faut savoir que la connexion internet, elle est nulle. Il faut savoir que c'est vraiment le pays du bruit. Il y a du bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nuit et jour, il y a du bruit dans la rue, et cetera, et cetera. Surtout que fin de l'année, c'est la période du coup du Nouvel An, c'est la période de Noël et c'est surtout la période du carnaval. Donc il y a plein de gens dehors, de la musique en continu, et cetera. Et la colocation où je vis, c'est, un peu un moulin où tout le monde rentre, sort, il y a tout le temps du monde, tout le temps du bruit, c'est très festif et plus le temps avance, plus je vois cette date de départ à Rio se rapprocher et plus il y a vraiment une dichotomie en moi où je suis vraiment en mode: «J'ai envie d'y aller parce que j'ai envie de voir ces gens-là que j'aime, j'ai envie de passer du temps avec eux». Mais en même temps, je sens que je vais pas pouvoir avancer correctement dans mon business avec Louis parce que c'est pas un pays où quand tu y vas, tu peux être en mode business, je travaille et cetera et cetera. Et alors oui, vous pouvez me dire que j'aurais pu, très bien y aller, prendre un logement ailleurs et cetera, mais moi ce que je voulais, c'est être dans cette maison, dans cet endroit avec ces personnes-là. Donc les jours passent et cetera et puis je vois, vraiment l'échéance se rapprocher et je sens que j'ai de moins en moins envie d'y aller, en fait. Mais j'ai ce truc où je me dis:
quand même, j'ai payé mes billets aller-retour, j'en ai quasiment pour, 4 000 € parce qu'en fin d'année avec le carnaval, c'est ultra cher. J'ai payé d'avance le loyer de ma colocation, c'est quand même de l'argent. Et puis, c'est des gens que j'ai quand même envie de voir et cetera et cetera et d'un autre côté, j'ai vraiment ce truc où je me dis, «Mais meuf, si tu y vas, tu vas prendre du retard, tu vas pas pouvoir avancer sur la SAS, sur le projet Élise Mentorat, Sid et Louis avec Louis. Il y a le décalage horaire, il y a le bruit, il y a la connexion internet qui est pas bonne. Tu sais très bien que tu vas pas être en mode travail». Parce que c'est vrai que toutes les fois précédentes où j'y étais allée, j'étais jamais en mode taf, je travaillais juste ce qu'il fallait, mais c'est tout. J'étais pas en train de lancer un projet, quoi. Et comme là, en plus, le projet de la SAS, c'est un projet où, bah, tout est différent, faut tout poser de A à Z. J'étais vraiment focus sur ça. Je sens vraiment l'échéance se rapprocher et plus l'échéance, elle se rapproche, plus je me dis: «J'ai pas trop envie d'y aller». Mais quand même, j'ai pris mes billets et en fait, j'étais littéralement à une semaine de mon avion et je devais prendre mon avion à Marseille et j'ai une amie qui devait m'emmener à l'aéroport. À l'époque, j'habitais à Montpellier. Donc en fait, une semaine avant mon avion, je vais à Marseille chez ma pote, elle vient me chercher et cetera et cetera. Ça se passe très bien, puis elle me dit: «Alors meuf, tu vas à Rio, c'est génial» et je fais: «Ouais». Elle me dit: «Mais comment ça? Ouais, mais ça va pas, mais ça va être trop bien» et là, je lui explique tout le truc en mode: «Ouais, je suis contente, mais si je vais à Rio, je vais pas pouvoir travailler correctement avec Louis». Puis elle me dit: «Mais ça va pas, c'est trop bien, c'est des vacances, il va faire beau, le carnaval et cetera». Puis je fais: «Ouais, ouais, 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 c'est vrai». Mais au fond de moi, il y avait un truc où, j'avais pas trop envie d'y aller, quoi. Donc je passe, un jour chez elle et là, je commence à envoyer des messages à des amis où je leur parle, je prends des news et tout et je leur dis: «Je suis censée partir au Brésil, dans 6 jours, mais je crois que j'ai pas envie». Et ils me demandent: «Pourquoi?» et je leur dis: «Parce que je suis en train de monter une société avec Louis et je crois que si je vais à Rio, je pourrais pas la monter correctement» et ils me disent tous littéralement: «Mais ça va pas, mais tu as payé ton billet, tu as payé 4 000 balles aller-retour, tu as payé ta coloc et tout. Vas-y, ça va être trop bien. Il va faire chaud en France en hiver, il fait moche, il pleut, il neige et tout, le temps est dégueulasse. Là-bas, il va faire beau, c'est la période du carnaval, ça va être trop bien, tu vas t'amuser, tu vas voir des gens que tu vas-y!» Et moi, je suis vraiment là en mode, «Ouais, ouais, c'est vrai, peut-être qu'il faut que j'y aille, quoi». Mais au fond de moi, il y avait vraiment ce truc où, ça sonnait pas juste, quoi. Donc j'évolue dans ce truc-là, avec cette dichotomie pendant quelques jours et littéralement la veille de mon départ, j'envoie un message à Louis et je lui dis: «Écoute, je crois que j'ai pas envie de partir à, Rio». Et là, il me dit c'est comme si j'avais toujours voulu entendre ça, puis il me dit: «Ben, tu qu'à pas y aller». Et là, au moment où il m'a dit ça, j'ai fait: «Bah, ouais, en fait, j'ai qu'à pas aller au Brésil. Si, au fond de moi, je sens que je veux pas y aller, je n'y vais pas». Et là, au moment où il m'a dit ça, c'est comme si ça m'avait soulagée d'un poids de ouf. En plus, il m'a même pas demandé pourquoi, alors que c'était vraiment le principal concerné, quoi. Il me dit: «Bah, si tu as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas». Et là, j'étais en mode: «Bah, bien sûr». En fait, autour de moi, tout le monde me dit que je dois y aller parce que j'ai payé et cetera. Mais au fond de moi, je sentais que j'avais pas envie. Et au moment où il m'a dit ça, je me souviens que j'ai eu les larmes aux yeux et je me suis dit: «J'y vais pas, je m'en fous, mon billet d'avion, je regarde pour l'annuler». Donc je l'ai annulé, évidemment, aucun remboursement, évidemment. Et en fait, au moment où j'ai annulé ce billet d'avion, j'ai vraiment senti que j'avais fait un choix hyper juste. Et quand je l'ai dit à des potes et même à mon amie qui devait m'emmener du coup le lendemain à l'aéroport, quand je lui ai dit, elle m'a dit que j'étais complètement folle. En fait, je me souviens vraiment que quand je lui ai annoncé, elle m'a dit: «Mais ça va pas, mais tu as mis 4 000 € à la poubelle, mais tu es folle, il y a plein de gens qui auraient aimé être à ta place et tout». Et j'ai fait: «Bah oui, mais je l'ai fait parce que je sais pourquoi est-ce que je le fais». Et en fait, littéralement, aux yeux de plein de gens, ça passait vraiment pour un caprice de star, pour une meuf qui a trop de thunes et qui sait pas quoi en faire. Je comprends, mais en fait, je savais pourquoi j'annulais ce billet d'avion, je savais pourquoi j'annulais ces 3 4 mois à Rio. Et j'ai passé l'hiver dans le froid, dans la grisaille. J'ai passé l'hiver en Indre-et-Loire. Il a plu, c'était nul, il y avait pas de musique et cetera. Mais qu'est-ce que j'étais heureuse parce que j'étais au bon endroit avec les bonnes personnes. Et à ce moment-là, là, quand j'ai annulé ce voyage, en fait, Louis m'a dit: «Bah, viens chez moi meuf, on va travailler». Et en fait, j'ai passé
tout mon hiver à bosser sur des statuts de société, sur des projets de formation, sur des trucs administratifs et je m'étais jamais sentie aussi alignée et c'est fou parce qu'aux yeux de plein de gens, j'avais fait un choix de merde parce que je passais l'hiver en France, il faisait froid, je travaillais sur des trucs de comptabilité, d'administratif et tout, alors que j'aurais pu être au soleil en train de fêter le carnaval, le nouvel an sur les plages de Rio et pas du tout et en fait, tout ça pour vous dire qu'aux yeux de plein de personnes et ben, ces 4 000 € que j'ai mis à la poubelle, c'est littéralement une perte mais en fait, je l'ai vraiment vu comme un investissement parce que ces 4 000 € que j'ai, balayés d'un revers de main, en fait, ça m'a permis d'investir déjà pour ma santé mentale parce que littéralement, je me suis rendu compte que pendant 3 mois, j'étais dans cette dichotomie de: «Est-ce que je dois partir ou pas? Je sais pas» et ça c'était vraiment une charge continuelle et aussi ça m'a permis d'investir pour ma société, pour mes projets pro qui viennent nourrir mes projets perso et qui je suis. Et en fait, c'était un moment où je me suis sentie hyper alignée et aujourd'hui, heureusement que j'ai fait ce choix-là de ne pas y aller parce qu'aujourd'hui, on a monté un projet qui est hyper pérenne, qui est durable, qui est rentable, qui change littéralement la vie des pros qui nous font confiance et on l'a vu cette année dans la cohorte du mentorat avec les personnes qu'on a accompagnées où elles nous ont fait des retours de ouf et vraiment des personnes qu'on a accompagnées qui, après l'accompagnement, ont augmenté leur chiffre d'affaires ou en tout cas l'ont stabilisé autour de 7 000 à 8 000 € comme Jules dont on vous a déjà parlé, qui aujourd'hui se sentent alignés avec ce qu'ils font, qui ont du temps pour leur famille, pour eux, qui sont apaisés avec leur travail, avec leur rapport à la vente, à l'argent et littéralement, moi, voir que je peux changer des vies, que je peux transformer des activités et permettre à des gens d'être plus alignés avec ce qu'ils font, ça fait hyper sens et ça me nourrit tellement et en plus je peux faire ça avec mon meilleur pote qui est trop bon dans ce qu'il fait quoi et on se complète tellement bien et en fait, si j'avais pas refusé, si j'avais pas annulé ce voyage au dernier moment, aujourd'hui et ben, l'élite mentorat, notre accompagnement, il serait toujours là, mais ce serait encore un truc pas bricolé, mais qui n'a pas autant de valeur de ce qu'on propose aujourd'hui. Et le Brésil, il va pas s'envoler. Je sais que je vais y retourner parce que j'adore ce pays, j'adore cette coloc, j'adore les proches les proches qui m'entourent et qui y vivent. Je sais que je vais y retourner, mais je savais qu'à ce moment-là, le meilleur choix que je devais faire, c'était de ne pas y aller. Et en fait, j'ai bien fait parce que je me suis sentie mieux, je me suis sentie alignée. On a monté un projet de ouf et on gagne hyper bien notre vie maintenant grâce à ça. Et si on n'avait pas pris le temps de travailler cet hiver dans le froid en faisant des papiers, des projets de formation, eh ben on n'en serait pas là. Et ça peut vous paraître peut-être lunaire que j'ai kiffé faire ça, mais je me sentais trop bien quand avec Louis, on parlait de comptabilité, de législation, de projets, de Calliope, etc. Parce que ça faisait méga sens. Donc tout ça pour vous dire que parfois, il faut savoir en fait faire des choix et mettre de côté ce qui peut paraître ouf pour certains. Il faut savoir le mettre de côté, refuser parfois des opportunités, quand vous savez pourquoi, en fait, vous les refusez. Donc voilà un petit peu pour, ma petite anecdote. C'est incroyable quand je t'entends parler de me dire que vraiment tu as troqué des vacances à Rio contre un hiver en Indre-et-Loire. Enfin, le truc, c'est c'est quand même incroyable. Si ça vous intéresse un peu, les sciences cognitives, ce dont Sid vient de parler, ça s'apparente vachement au biais qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. C'est pour le côté très intellectuel, ça c'est moi qui prends le relais là-dessus. Mais, c'est un biais en fait qui touche aussi beaucoup d'entrepreneurs et c'est aussi en partie pour ça qu'on a voulu vous en parler, ce soir. C'est, le biais des coûts irrécupérables, c'est quand tu investis beaucoup pour quelque chose parce qu'à un moment donné, ça te paraît être une bonne idée, ça te paraît être un bon plan. Ton cerveau, il va faire en sorte que tu vas te dire que c'est forcément la meilleure solution, même si ta situation, elle change. Là, si dans l'occurrence, elle met 4 000 balles dans un aller-retour plus son loyer, à Rio, c'est un gros investissement en argent, c'est un investissement en organisation, c'est aussi un investissement émotionnel parce que, bah, elle a à fond envie d'y aller. Et en fait, tu te dis que c'est ça le plan. Et ensuite, bah, l'état, il change. Elle a envie de faire autre chose. Et en fait, on se dit, bah non, vu que j'ai dépensé 4000 balles, il faut que je le rentabilise et donc que j'aille à Rio. Or, pas du tout.
Le biais des coûts irrécupérables, c'est de te dire que toi, de toute façon, les 4 000 €, ils rentrent plus en compte parce que tu peux pas les récupérer. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui va m'apporter le plus? Qu'est-ce qui va me faire le plus plaisir? Et c'est comme ça qu'on peut justement prendre de bonnes décisions. Et il y a souvent des mais que ce soit un projet pro ou perso, ça arrive très souvent que des personnes persistent parce que le plan de base, c'était ça. Et alors qu'en fait, bah, ça vous aura apporté plus de bonheur ou de meilleurs choix stratégiques si vous aviez remis en question la situation. Tu l'exemple des vacances au ski, il est parfait aussi. Je me prépare un week-end au ski, en solo parce que ça me fait kiffer. Je réserve tout et je peux pas me faire rembourser et la veille de partir, je me tape une angine de ouf, je suis hyper malade. Bah, le meilleur plan, vu que je peux pas récupérer mes thunes, c'est quoi? C'est de me forcer à aller au ski parce que, allez, quand même, j'ai dépensé de l'argent, je vais y aller. Alors, je vais pas du tout apprécier parce que je vais être sur les pistes avec la crève, je vais tousser. Ou c'est au contraire me faire une petite soirée chill, week-end chill à la maison, je reste devant ma série en mettant ma couverture. Bah, t'as dépensé de l'argent, c'est ok, mais ce qui t'apporte le plus de plaisir, c'est un nouveau plan. Et on a énormément de mal à changer de stratégie parce que quand tu t'investis énormément en temps, en énergie, en argent dans quelque chose, le remettre en question ensuite, ça devient très, très dur. Or, piloter une activité, quel que soit votre entrepreneuriat, ça nécessite de remettre en question les plans par moment et je crois que je te l'ai jamais dit ici, mais bravo. Je pense pas personnellement que j'aurais eu le courage de faire ça. Tu me bluffes à chaque fois quand je te vois être capable de remettre en question vraiment les plans. On dit souvent que c'est toi un peu la rigide, la contrôle fric, mais quand je vois effectivement que tu été vraiment capable de faire ça, je suis toujours assez bluffé, quoi. Me dire que tu as réussi à mettre cette thune-là «à la poubelle» entre guillemets, à prendre cette nouvelle décision, c'est très, très costaud. Bravo à toi. Merci. Et en fait, tout ça pour vous dire que, l'argent déjà en fait, tous les proches à qui j'ai dit que, bah, du coup, j'avais annulé ce voyage et que c'était pas remboursable, que je perdais littéralement 4 000 € de billets d'avion et le loyer et cetera, m'ont dit que j'étais complètement zinzin, d'annuler. Surtout et ce qui revenait beaucoup, c'était: «Tu perds de l'argent, tu mets de l'argent à la poubelle, tu as pris ton billet pour rien». Et en fait, l'argent, faut pas oublier que déjà, on vit dans une société capitaliste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'argent, il y en a partout. Là, vous avez de l'argent partout autour de vous, vos voisins en ont, les banques en ont, il y a de l'argent partout. Il faut pas avoir peur de ne pas avoir d'argent, il y a littéralement de l'argent partout. Demandez-vous plutôt comment est-ce que vous pouvez aller le chercher? Parce que de l'argent en France, il en manque pas, il y en a beaucoup. Et ensuite, l'argent, c'est littéralement un moyen. C'est pas une fin en soi de gagner de l'argent. L'argent, c'est un moyen de. Et à ce moment-là, je me suis vraiment posée et je me suis vraiment dit, en fait, si je vais à Rio et que j'y reste 4 mois comme prévu dans ce lieu, et cetera, j'aurais, bah, du coup, utilisé mon billet d'avion, mais je sais très bien que je vais pas avancer dans mon projet avec Louis et que ça va nous ralentir. Je le savais très bien et je voyais très bien que ça me permettait rien et qu'en plus, j'allais même pas pouvoir me dire: «OK, tant pis, pendant 3 mois, je pense pas au projet et j'y reviendrai plus tard». Parce que c'était une envie, j'avais envie de travailler à ce moment-là, ça me faisait vraiment du bien de me projeter dans ce projet avec Louis et je savais que si je me disais: «Je vais quand même au Brésil et je couple avec le taf et je ferai ce projet-là plus tard», ça n'aurait pas été rentable pour moi parce que j'aurais eu cette charge mentale tout le temps de: «Oui, je suis au Brésil, mais j'arrive pas à profiter parce que j'ai envie de bosser avec Louis et ça me frustre de pas pouvoir» et cetera et donc tout ça pour vous dire qu'il faut pas avoir peur d'investir de l'argent quand vous savez que c'est quelque chose qui va vous rapporter derrière. Là, littéralement, j'ai peut-être mis 4 000 € à la poubelle, mais en fait, ça m'a rapporté, fois 10 quoi, même plus parce qu'on est en train de enfin, on a créé un projet de ouf qui a littéralement changé des vies cette année et au-delà donc oui, ça nous a rapporté plus d'argent et au-delà de ça, humainement, socialement, ça nous a apporté tellement de choses et tout ça pour vous dire qu'il faut pas avoir peur d'investir de l'argent, même quand ça peut paraître beaucoup aux yeux de certains et qu'aux yeux de vos proches, ça peut paraître être, une folie, déraisonnable, il faut pas avoir peur. Par contre, demandez-vous si c'est bon pour vous. Demandez-vous si ça vient nourrir votre projet. Demandez-vous si ça fait sens. Parce que trop souvent, on est dans des schémas, en fait, qu'on nous a peut-être imposés, où on s'est laissé un peu prendre dans le flot, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est, la vie qui nous impose un petit peu ce truc-là. Mais on se demande pas assez souvent si ce qu'on est en train de faire là,
ça vient nous nourrir vraiment. On voit beaucoup de coachs aujourd'hui, par exemple, qu'on accompagne avec Louis, qui font de la remise en forme, par exemple. Et ils se sont jamais posé la question de si ça, c'était ce qu'ils voulaient vraiment faire. Parce que le schéma classique, quand tu fais un BPGEPS, une fac, c'est de, te former à faire de la remise en forme et en général, tous les gens, tous les coachs qui sortent de BPGEPS ou de STAPS vont commencer par faire de la remise en forme et il y en a beaucoup qui continuent. Alors, il y en a qui continuent la remise en forme parce qu'ils aiment ça, mais il y en a beaucoup qui continuent parce que bah, c'est comme ça, c'est le chemin, qu'on m'a donné. On m'a dit que ça fonctionnait comme ça et ça me va. Mais ils se sont jamais ces personnes n'ont jamais pris le temps de prendre du recul et de se demander: «Mais est-ce que j'aime vraiment ça? Qu'est-ce que moi je veux créer?» Et là, on en revient vraiment à notre tout premier live sur l'accélérateur où on parle de la vision claire, mais c'est là tout l'importance d'avoir un but pour ne pas faire des choses sans savoir pourquoi vous les faites. Et en fait, quand vous savez vraiment ce que vous voulez créer et pourquoi vous voulez le créer, c'est infiniment plus simple de prendre des décisions comme j'ai pu prendre par exemple. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à dans votre business aujourd'hui, même si vous avez un but très, très clair, hein, mais dans votre business aujourd'hui, je vous invite à regarder au sein de votre activité ce que vous continuez à faire, ce que vous continuez à nourrir, qui ne vient pas du tout nourrir ce que vous aimeriez créer idéalement. On voit beaucoup de coachs, par exemple, avec Louis au début de l'accompagnement, qui veulent, par exemple, accompagner des dirigeants d'entreprises à prendre soin d'eux pour être plus performants dans leur travail, avec des offres premium, des accompagnements high ticket. On voit beaucoup de coachs qui ont un peu cette vision. Je prends un exemple précis, mais c'est histoire de parler du premium, etc., etc. On voit beaucoup de coachs qui peuvent avoir cette vision-là, mais quand je regarde ce qu'ils font dans leur business, quand on regarde ce qu'ils sont en train de faire dans leur business, on se rend compte que 95% de leurs clients, c'est pas du tout des dirigeants qui veulent améliorer leur business, améliorer leur remise en forme avec un accompagnement premium. 95% de leurs clients, à ces coachs-là, c'est des personnes qui veulent perdre 5 kilos avant l'été. Et souvent, je leur dis, mais là, tous tes clients que tu as là pendant le mois, est-ce que l'énergie que tu fournis pour eux, ça vient nourrir ce que toi tu veux vraiment créer, ça vient nourrir ce qui fait sens pour toi? Et là, souvent, ils sont en mode: «Ah ben non, c'est vrai». Et demandez-vous souvent, revenez souvent sur ce truc-là, sur ce truc de: «Est-ce que les actions que je fais au quotidien, elles viennent nourrir mon but ou pas?» Et même nous avec Louis, hein, des fois on y revient et en fait on se dit: «Mais attends, le client qui nous demande un accompagnement là, on est chaud pour le prendre, mais est-ce que c'est en lien vraiment? Est-ce que ça répond vraiment à l'objectif de l'élite mentorat? Est-ce que ça répond vraiment à la vision qu'on a de ce qu'on veut faire ou pas?» Et ça nous permet de prendre des choix, de refuser ou pas des choses et demandez-vous souvent ça. Parce que l'idée, c'est pas de saisir toutes les opportunités, c'est de saisir les opportunités et de les créer, en tout cas, c'est de créer et de saisir les opportunités qui viennent nourrir votre but. Et trop souvent, on se laisse prendre par le flot de la vie parce que c'est comme ça, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne de notre but. Et toi, d'ailleurs, Louis, je crois que même quand tu étais étudiant, genre quand tu étais plus jeune, c'est un truc qui t'était arrivé avec la fac et tout. Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est littéralement ce qui m'a mis le pied, à l'étrier dans le monde de la formation. La toute base, c'est parti vraiment très tôt, c'était ça. C'est le côté but, objectif, plan d'action, vision claire. Bon, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était très axé sur le sujet parce que, déjà lui-même, formateur depuis 20 ans, il avait son organisme de formation et il accompagnait des entreprises à justement créer des stratégies qui étaient efficaces et pérennes sur le long terme et c'était, vraiment la toute base, bah, moi je viens du milieu du théâtre, hein. Comme tu le sais, comme vous le savez peut-être aussi, là pendant le live, j'ai toujours fait du théâtre depuis que je suis gamin et c'est le truc qui m'a le plus passionné et donc bah, j'ai avancé, dans mes années collège et mes années lycée, juste avec ça et au moment donné où, bah, tu passes le bac et puis il faut faire un choix, moi je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc je me suis dit: je vais faire du théâtre». Je suis allé voir un super, conseiller d'orientation qui a pas du tout écouté, il a juste entendu d'une oreille, il m'a dit: «Bah, fac de lettres». Vas-y, fac de lettres. Je suis: «Bon, bah, OK, fac de lettres, c'est parti». J'étais persuadé que j'allais faire, du théâtre, mais je me suis dit: «Non, bah, fac de lettres, let's go». Et j'ai vraiment commencé, sur des rails quoi, en me disant: «Bah, c'est ce qu'il faut faire pour pour faire du théâtre». Tu te poses pas du tout la question. Spoiler alert, ce que j'ai fait, à la fac à Bordeaux 3 c'était, à l'époque, fac de lettres et les premiers cours, je me rappelle, c'était sur, l'architecture, des théâtres, antiques. Alors il y avait théâtre dans le mot, mais c'est tout ce que c'était, hein, au niveau du cours
et je me revois après ces les jours qui passent, les semaines qui passent. J'ai pas fait plus de 3 mois là-bas, mais je me rappelle que le gros déclic que j'ai eu en termes de vision claire, de réalignement et de poursuivre vers son projet, j'étais chez moi et je bossais sur un exposé. J'ai complètement oublié ce sur quoi l'exposé, traitait, mais je me rappelle que j'étais très fier de moi parce que j'avais écrit 8 pages. Ouais, j'étais très content. J'ai écrit 8 pages, je suis pas du tout en train de faire ce que j'ai envie de faire à la base. Je suis balancé sur des rails parce qu'un conseiller d'orientation m'a dit: «Bah, c'est ça qu'il faut faire», et moi j'avais mon truc en tête, hein. Et tu investis du temps, tu investis de l'énergie parce que mine de rien quand tu fais des études, bah, il faut trouver, ton appartement. Alors même si j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont aidé, c'est quand même déstabilisant, tu sais, tu déménages, tu dis ciao à ta copine, ciao à tes potes, tout le monde s'éclate. Enfin, d'un point de vue, énergie, ça demande beaucoup de ressources et tu t'investis énormément. Donc tu te dis: «Bah, maintenant il faut y aller quoi, faut bosser». Et je me rappelle mon père qui passe, dans le salon à ce moment-là, qui me demande ce que je fais, puis je lui montre tout fier, mais vraiment, hein, comme un gamin, post-bac, mais comme un gamin quand même: «Regarde papa, ce que j'ai fait, c'est super, hein». Et je lui montre mes 8 pages et je lui explique, voilà, c'est sur, l'architecture de je sais plus quoi. Il me fait: «Ah, c'est bien, super. Pourquoi tu fais ça?» Il me dit une première fois et bah, je lui réponds: «Bah, pourquoi? Parce que la prof m'a la prof me l'a demandé, c'est quoi sa question?» Puis il me redemande: «Non, ma question c'est pourquoi est-ce que tu fais ça là, maintenant?» Et vraiment, du début, je me suis dit: «Mais il est con ou quoi?» Enfin, je te dis, c'est vraiment, c'est non, mais vraiment, je me dis: «Mais tu comprends pas? C'est la prof m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, c'est le devoir. Enfin, genre, j'ai un exposé à faire». Je fais: «Oui, Louis, j'ai compris. Tu as un exposé à faire, tu es à la fac, j'ai compris, on t'a emménagé, c'est OK. Ma question, c'est pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu m'as dit, que tu voulais faire du théâtre. Ça fait depuis que tu as, 6 ans qu'on t'emmène faire du théâtre, dans des ateliers, sur La Rochelle, que tu as changé de lycée sur La Rochelle pour aller à Valin pour pouvoir faire l'option théâtre. Tu as passé un bac théâtre pour faire du théâtre, tu vis pour ça. Tu avais même commencé à bosser dans ta compagnie, sur La Rochelle, pour ça. Ma question, c'est pourquoi est-ce que tu es en train de te faire chier à faire un à faire un exposé écrit? Je ne comprends pas. Et et il est parti. C'était mon père était très fort pour ça, hein, vraiment. Poser des questions, tu sais, qui démolissent bien. On aurait dû l'appeler le déformateur parce que ça cassait plus, pour reconstruire, il faut commencer par, déconstruire certaines choses. Et je me rappelle vraiment me retrouver comme un con, les larmes aux yeux, sur ma table en mode: «Mais putain, pourquoi je fais ça?» Je détestais le principe de l'école, j'étais pas du tout scolaire. J'étais très fier de mon exposé, parce que j'avais écrit là, mais je suis pas bon pour ça. J'étais bon à l'oral, j'avais envie de connecter, j'avais envie de faire du théâtre et là, j'étais pas du tout en train de faire du théâtre et bah, mon exposé, il est resté sur la table littéralement. Je suis retourné voir mon père en disant: «Est-ce que tu peux m'aider?» Parce que là, je me sens un peu perdu et c'est vraiment la 1re grande claque que je me suis prise en me disant: «OK, j'ai envie de quoi?» Et je crois que je pense pas que ce serait trop romancé de dire: «C'est la première fois que je me demandais ce qui était vraiment bon pour moi» et c'est la première fois où très sincèrement, j'étais vraiment arrivé à un tournant de ma vie en me disant: «OK, là, j'ai l'opportunité de pouvoir vraiment prendre une décision qui est importante pour moi. Qu'est-ce que je fais maintenant?» Et c'était ultra déstabilisant. Je pense que c'est une des premières fois de ma vie où vraiment je me suis senti, fragile parce que, jusqu'à maintenant, bah, c'était tranquille, hein. C'est les parents qui te disent quoi faire, tu vas à l'école, tu suis ta route. Les options, elles sont bien faites, c'est les profs qui te donnent des devoirs et là, à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Qu'est-ce que je fais? J'arrête la fac alors que j'ai un conseiller d'orientation qui m'a dit ça, que j'avais un plan tout tracé avec la licence, le master et puis le machin. Et bah, let's go, on arrête en fait, on abandonne, donc on rend son appart, et puis, bah, j'ai rappelé la compagnie de théâtre à l'époque avec laquelle j'étais en amateur et je leur ai dit: «Je cherche du taf, j'ai envie de bosser, qu'est-ce que tu as pour moi?» Et je me rappelle, bah, de Annie Schindler, à l'époque qui, m'a accueilli avec un grand sourire en me disant: «Ah! Ça y est, c'est bon, tu reviens sur les rails, tu as compris ce qu'il fallait faire» et elle m'a accueilli et puis du coup, bah, j'ai commencé à apprendre le métier comme ça donc je suis arrivé ensuite sur la formation plus tard, mais c'est là que j'ai commencé en fait à animer devant des enfants, puis ensuite devant des publics assez variés parce que j'ai travaillé en maison d'arrêt aussi, où j'ai participé à un groupe de prise de parole, en public en maison d'arrêt donc c'est là que j'ai côtoyé du coup des milieux qui pouvaient être très différents et je me suis dit: «J'aime ça, j'aime l'animation, j'aime transmettre des choses» et ça m'a réorienté ensuite, bah, vraiment sur des études de théâtre et puis ensuite, bah, la vie a fait son cours et je me suis éloigné du côté artistique et je me suis rapproché du côté entrepreneurial et bah, en faisant son cours, la vie a fait que j'en suis là aujourd'hui. Je suis hyper content d'être là aujourd'hui, mais
même s'il y a plein de points de bifurcation, un des moments les plus importants, ça a été un gros réalignement de pourquoi est-ce que je fais les choses. Et petit message pour, toutes celles et ceux là qui nous écoutent et qui se disent: «Oui, mais bon, tu avais 17-18 ans à l'époque, moi maintenant j'en ai 30, moi maintenant j'en ai 40». Moi je j'ai vu mes parents changer de métier à 60 ans. J'ai vu mes parents, découvrir de nouvelles choses tout au long de leur vie. J'ai eu ça comme modèle et je vois que c'est possible et ne vous dites pas que vous avez déjà investi, les 40 premières années de votre vie dans le salariat. Si vous sentez qu'aujourd'hui vous avez envie de vous épanouir dans autre chose, même si vous avez des enfants, même si financièrement c'est difficile, il y a des solutions. Si vous avez le luxe de pouvoir vous poser la question: «Et si je pouvais?» Si dans votre tête c'est une option, ça veut dire que cette option-là, vous pouvez vraiment l'ouvrir et aller, l'explorer. On vous dit pas qu'il faut y aller en mode tête baissée, ça va forcément gagner, no pain no gain, j'y crois, ça va fonctionner. Non, que ça ne suffit pas. Il faut ce mental-là, mais pas que. Mais ce qu'on vous dit, c'est que tout est possible, vraiment. Si vous avez, si vous sentez que vous avez envie de développer un projet qui vous ressemble et que vous sentez que c'est juste pour vous, un grand sage m'a dit un jour: «Te fais pas chier avec la technique». On emmerde la technique, suis un peu ton cœur, suis ce que tu as envie de faire et tu trouveras des solutions plus tard. Ça va être imparfait, ça va être difficile, ça va être chiant, mais si ça te parle, si ça a du sens pour toi, si tu sais pourquoi est-ce que tu le fais, au moins tu auras ce feu intérieur, tu auras cette énergie-là, bah, qui va te permettre à un moment donné de soulever des montagnes, s'il faut soulever des montagnes. Et ça arrive tout le temps, hein, croyez pas que le déclic il arrive une fois, puis après vous êtes tranquille. Moi, Sid, elle m'a mis une grosse claque dans la tête il y a genre c'était quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans. Financièrement, c'était, très compliqué parce qu'effectivement, bah, le mentorat, il a fallu y aller, mais moi, j'ai mis de côté pas mal de mes anciennes formations pour pouvoir m'investir à fond dans le mentorat et à un moment donné, j'ai commencé à paniquer parce que, bah, l'argent, rentrait pas. Forcément, tu arrêtes de bosser sur ce qui te rémunère parce que tu commences à travailler sur vraiment ce qui t'anime. Alors ça t'anime, c'est bien, mais ça paye pas le loyer, quoi et à un moment donné, quand ça devient vraiment chaud, j'ai vraiment eu un coup de panique. J'ai fait: «Non, non, mais il faut que je revende des formations là comme je faisais avant, j'ai faut que je rappelle, j'ai des clients, j'aimais pas bosser avec eux, mais ils payaient bien, je vais y retourner». Elle m'a juste dit: «OK, t'es vraiment sûr que c'est ce que tu as envie de nourrir?» Je fais: «Oui, oui, vraiment, c'est sûr». Je suis parti courir, je suis revenu, je me suis excusé, je fais: «Désolé, j'ai perdu ma vision claire là pendant quelques secondes, j'ai paniqué, mais je vais plutôt appeler la banque, je vais plutôt faire un emprunt et je vais continuer de bosser sur ce qui fonctionne bien» et ça a payé parce qu'il y avait à la fois un plan qui était solide, mais aussi parce que ça demande tellement moins d'énergie que de bosser sur, ce qui t'anime vraiment. Quand tu sais répondre à la question de: «Pourquoi je fais ça?» Quand tu fais quelque chose de difficile, bah, c'est là que ça fait la différence. Aller se lever à 4 heures du mat pour faire 2 heures de route dans le froid, pour aller prospecter des clients, pour aller ouvrir ta salle de sport, pour aller faire des choses que tu aimes pas, évidemment que c'est dur. Mais quand tu sais que c'est pour nourrir ton projet et que c'est dans un que ce soit pour un futur proche ou un futur lointain, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, ça change tout et là, tu peux vraiment déplacer des montagnes et pensez pas que c'est trop tard. Vraiment, c'est jamais trop tard. Jamais. Merci beaucoup pour ce petit partage hyper inspirant, hyper parlant. Et c'est pas, qu'une question d'argent parce que enfin, un peu, mais là, tu parlais surtout du choix un peu cornélien que tu as dû faire quand tu étais, ado, jeune adulte quoi, avec la fac, le théâtre et tout et mine de rien, faire des choix, c'est pas simple parce que tu as dû, déménager et cetera. Il y a des choses que tu as dû mettre en place et encore une fois, on en revient à ce premier live qu'on avait fait, vraiment allez le voir si vous ne l'avez pas vu où, en fait, on explique que littéralement, quand vous voulez réussir, d'accord? Donc chacun sa définition de la réussite, mais quand vous voulez réussir, demandez-vous littéralement ce que vous êtes prêt à perdre parce que qui vous voulez devenir et qui vous êtes aujourd'hui, et ben, entre les 2, il y a un fossé, il y a un écart et demandez-vous aujourd'hui qu'est-ce qui vous freine dans votre environnement, dans votre cercle social, au niveau de qui vous êtes, de vos peurs, de vos croyances et qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre, de quoi vous êtes prêt à vous délester? Parce que la réussite, en fait, littéralement, il faut bien comprendre ça, c'est que la réussite, c'est pas faire plus, c'est pas ajouter, c'est pas avoir plus, c'est vous délester, en fait, de ce qui vous freine. Et pour ça, vous devez vous demander ce que vous êtes prêt à perdre pour réussir. Donc, en tout cas, ce petit live ce soir pour vous parler un petit peu de l'importance, en fait, de vous demander ce que vous voulez et de l'importance aussi d'investir financièrement, temporellement dans des choses où vous savez que ça fait sens et que ça vient vous nourrir. On ne vous dit pas d'investir dans n'importe quoi. Demandez-vous vraiment si ça fait sens pour vous, si c'est OK pour vous, si c'est clair. Mais en tout cas, c'est important de savoir investir dans ce qui compte vraiment. Donc voilà un petit peu pour ce petit live du jour. Tu as un truc à rajouter? Rien du tout. J'ai tout dit et c'était limpide.
Et ben, sur ce, on vous dit à demain! Prenez soin de vous.